bonjour à tous les congressistes de ce superbe congrès numérique. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Parfait, impeccable. Merci. Donc, une expérience toute nouvelle que ce congrès numérique. Et je me présente, Agnès Cayette-Baudouin, qui est donc membre du comité scientifique et qui est travaillé avec Delphine Blanchard pour l'animation de cet atelier dont la thématique est « Patient, comment retrouver dans le numérique ?» Alors, nous avions un invité d'honneur dont je n'ai pas encore vu l'avatar. Je ne sais pas s'il aura la possibilité de se connecter. Mais voilà, je propose que nous commencions car effectivement, je voyais des petites notes qui interrogeaient sur l'absence d'échange et je crois que nous pouvons prendre ces quelques minutes supplémentaires qui nous sont données pour commencer un tout petit peu plus tôt notre atelier. Et je vais donner la parole à une autre invitée d'honneur dont nous sommes très heureux de la présence, Delphine Blanchard, également membre du comité scientifique, membre du bureau de la SFSD, patiente et qui vient de vivre tout récemment une très belle aventure malgré la période Covid, puisqu'elle vient d'être transplantée rénale. Je peux me permettre de le dire, Delphine. Les réseaux sociaux nous l'ont. Tu as partagé beaucoup de choses via les réseaux sociaux. Et je te donne la parole, Delphine, pour que tu puisses introduire cette session et un petit peu comme nous l'avons pensé. Merci pour votre présence. Donc, effectivement, je suis Delphine Blanchard, je suis patiente partenaire en santé. Je suis passionnée par le numérique en santé parce que je l'utilise au quotidien dans ma vie sans toujours trouver ce dont j'ai besoin. Donc, je cherche un peu des alternatives avec des outils un peu détournés. Je suis une fervente, entre parenthèses, militante pour l'inclusion des patients dans le numérique en santé. Je pense que c'est clairement à développer. De mon côté, je vais me permettre de présenter donc Agnès Cayette-Baudouin. Donc Agnès Cayette-Baudouin est néphrologue, médecin directeur chez Calidial, donc un établissement de santé qui a plusieurs centres de dialyse en Auvergne-Rhône-Alpes. Et elle est également présidente du comité de la FEAP sur les maladies rénales chroniques. Ensuite, je vais vous présenter, si vous le voulez bien, Anne-Laure Camaroc. Anne-Laure est chargée de projet dans le numérique en santé dans l'établissement Calidial, donc toujours qui gère plusieurs centres de dialyse. Voilà. Agnès, je vous donne la parole. Donc, moi, je continue les présentations. Donc, nous allons également entendre Béatrice Embark, qui est une patiente présidente d'une association, Info Rhin Santé, et puis également présidente de Mobidi, une start-up qui permet aux personnes dialysées de voyager. Et ça, c'est formidable. Et également, vous présentez Iris Roussel, présidente fondatrice d'Osiris Santé, une structure qui permet des services, qui offre des services aux établissements, aux structures de santé, et permettant de penser du design thinking, tout particulièrement dans le numérique. Et Iris nous présentera la façon dont ils ont pensé l'accompagnement des équipes pour cette co-construction des usages, avec les usagers pour le numérique, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve. Je ne sais pas si Gérard Raymond a pu nous rejoindre, je n'ai pas l'impression. Si jamais nous voyons son avatar et si nous le voyons arriver, nous serons absolument ravis. Mais nous allons donc commencer cette table ronde. Et j'appelle Béatrice Embark pour commencer cette présentation. Comment s'y retrouver dans le numérique? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Donc du coup, moi je pense qu'on peut commencer les petites slides. Moi je vais essayer de
de vous parler en tant que patiente, déjà comment on se retrouve effectivement dans le numérique. Et je vais commencer par vous présenter la Mobility, qui est donc une solution qui permet de faciliter le déplacement et qui encourage la mobilité des patients grâce à l'autonomie numérique. Et cette application, elle a été créée par des patients et pour des patientes, pour des patients et des patientes. Et vous allez voir, donc là, je vous présente l'équipe. C'est la slide suivante. Donc, il y a effectivement Delphine Blanchard qui fait partie de notre équipe et qui nous aide énormément en tant que patiente pour avoir des retours sur justement sa perception du numérique. Mais on travaille aussi avec des panels de patients qui testent notre outil, qu'on a interrogé pour pouvoir créer un outil qui soit utilisé et utile aussi pour les patients. Et donc, nous sommes 4 personnes à travailler à plein temps sur le projet, dont 2 développeurs et une web designeuse, et Delphine et moi. Et donc, cette application va permettre aux patients de pouvoir chercher facilement un centre de dialyse grâce en fait à un moteur de recherche qui va répertorier l'ensemble des centres de dialyse de France. Donc, il va permettre de localiser les centres, d'avoir les informations principales qui sont effectivement le numéro de téléphone. Et on va enrichir cette base de données avec des emails et aussi les sites web des centres, mais aussi beaucoup d'informations et de conseils sur l'insuffisance rénale et les déplacements. Et aussi, à terme, ce qu'on aimerait, c'est avoir un vrai partenariat avec les centres de dialyse qui seront nos clients, avec lesquels on va justement améliorer et surtout rendre visibles les informations de soins qui sont dispensées au sein des centres pour avoir en fait une vraie corrélation entre la recherche la plus adaptée du centre, puisque le patient donc, va être dialysé habituellement dans un centre qui a des caractéristiques et que pendant ses déplacements, il pourra se retrouver dans ce centre-là. Donc, on espère que ce projet sera déjà aussi entendu par les centres de dialyse qu'on souhaite vraiment partenaires et dans une démarche vraiment de co-construction entre les acteurs qui utilisent ces outils numériques. Et ça, c'est un petit peu le centre, en fait, et le cœur de la réussite d'un projet numérique, c'est vraiment de prendre en compte les différents acteurs et les différents utilisateurs. Donc après, si on repasse sur mon retour d'expérience personnelle en tant que patiente en période de Covid, et ben, la seule chose que j'aimerais en tout cas partager avec vous aujourd'hui, c'est que finalement, on peut tout faire. Il y a vraiment des tas d'outils numériques qui nous permettent de trouver à la fois des loisirs en ligne, comment livrer ses courses, comment occuper ses journées, parce que c'est vraiment en tant que patiente, le confinement a été quand même assez stressant. On s'est retrouvés finalement à ne faire presque aucune activité physique et aussi à ne voir personne. Donc par rapport au choix des outils, c'est souvent des outils bien pratiques qui servent donc à faire ses courses, la diététique, les soins, puisqu'on a parlé juste avant de téléconsultation. Moi, mon centre de greffe, parce que j'ai eu la chance d'être greffée il y a très peu de temps aussi, plus de 2 ans, mais bon, c'était quand même un peu stressant et on a été en relation avec le centre de greffe par téléphone, par mail. Ensuite, par rapport aux amis aussi, à la famille, énormément d'outils sont disponibles pour pouvoir continuer à communiquer. Et je parlais aussi de l'activité physique qui est assez essentielle pour moi quand on est patient parce qu'on a déjà un peu perdu en mobilité puisque soit suite à l'opération, soit suite aux soins de la dialyse qui est assez lourd, on a besoin de garder une activité. Donc, comment est-ce que je choisis mes outils ? C'est la slide suivante. J'essaye donc déjà de faire attention. Je fais attention à la conformité et au respect de mes données personnelles. C'est-à-dire que quand il y a un consentement RGPD, il faut que ce soit un vrai consentement. Parce que sur certains sites,
on nous demande de cliquer en validant, mais s'il n'y a pas la possibilité justement de refuser, c'est pas vraiment un consentement. Donc clairement, ça c'est les choses auxquelles je fais très attention. Ensuite, je choisis des mots de passe qui sont assez robustes, puisque la plupart du temps, en fait, les gens donnent le nom de leur enfant, leur animal de compagnie, des choses quand même qui sont extrêmement simples et qui sont très très faciles à pirater. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des mots de passe robustes. Alors moi, j'utilise un petit outil qui s'appelle Bitwarden et qui permet en fait de créer à la fois des mots de passe robustes et puis aussi de les mémoriser de façon très sécurisée. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est les conditions générales d'utilisation et de vente. Quand parfois, c'est des outils qui sont payants et vraiment faire attention à ça. En général, on ne les regarde pas, mais moi, je conseillerais à tous les patients, en tout cas, de vraiment regarder cette partie parce que souvent, il y a des petites choses qu'on ne voit pas et notamment tout ce qui est récupération des données, comment elles sont utilisées. Donc ça, c'est très important d'y faire attention. Et puis aussi, le choix de l'application, moi, elle est très importante. Je parlais d'utilité dans les outils numériques et pour moi, c'est assez primordial de voir est-ce que ça va m'apporter, est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose, parce qu'on peut se retrouver avec des tas d'applications qui servent à rien. Et l'idée, c'est vraiment de savoir si ça va m'apporter quelque chose par rapport à la gestion de mon quotidien en tant que patiente, et surtout quels sont les bénéfices et l'efficacité d'un outil par rapport à un autre ou par rapport à rien, ou par rapport à ce qu'on peut faire sans ces outils, sachant qu'il existe quand même plus de 165 000 applications de santé en France et que dans toutes ces applications, il y en a probablement certaines qui sont soit pas intéressantes, soit pas efficaces ou qui n'apportent aucun bénéfice. Donc voilà, donc je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et puis et ce sont mes petits conseils en tant que patiente, mais aussi en tant que créatrice d'outils numériques pour les patients. Donc voilà, merci à vous. Alors, merci infiniment, Béatrice. Alors, je crois que tu nous as donné des pistes extrêmement pertinentes là. Et effectivement, nous avons tous, nos patients sont un peu perdus. Alors, moi, j'ai déjà, en tant que directrice d'établissement, repéré une chose, c'est qu'il y avait un outil Mobidi, effectivement, dont j'allais faire la promotion parce que partir en vacances, c'est compliqué pour des patients dialysés et puis c'est aussi compliqué pour les équipes qui les accompagnent parce qu'il faut trouver des centres et je crois qu'avoir des outils numériques qui permettent de faciliter et la vie du patient et aussi le travail des équipes de soins, finalement, c'est peut-être aussi ce qu'on cherche à la SFSD. Merci pour ton retour d'expérience et ton esprit d'innovation. Voilà. Je vais demander à Anne-Laure de nous rejoindre, Anne-Laure Camaroc, qui va prendre un petit peu qui va monter dans un drone et qui va nous faire un petit tour de France au regard de son retour d'expérience dans le cadre d'un projet de recherche médico-économique qui est mené à Calidial, dont elle assure la coordination. Anne-Laure, je te donne la parole. Bonjour à tous. Merci Agnès. Alors donc oui, Anne-Laure Camaroc, je suis responsable de projet chez Calidial. Je m'occupe aussi de la coordination de la recherche et je suis référente à RGPD. Et donc je souhaitais vous parler aujourd'hui du retour des patients sur une application de télésurveillance qui s'appelle AppTélécare dans le cadre d'un projet de recherche. Alors, juste pour vous donner un petit peu un cadre, donc ce projet de recherche s'appelle Nelly et la télésurveillance en question est effectuée donc grâce à une application numérique. Donc le patient se connecte à un questionnaire sur l'application à minima une fois par semaine, éventuellement plus suivant son état de santé. Et il va répondre à 2 questions qui sont les questions socles pour le suivi de sa maladie rénale chronique, parce que c'est de cette pathologie-là dont il est question. Donc, il répondra à des questions sur son poids et sur sa tension. Et ensuite, en fonction de ce qu'il souhaite, il peut aussi répondre à d'autres questions, transmettre d'autres informations à son équipe soignante. Donc, ça peut être des résultats de prise de sang. Il peut faire part aussi d'un changement d'état de santé qui peut être l'inquiète ou qui a en tout cas caractéristique. Donc, ça va être un changement dans son humeur, dans son sommeil, des œdèmes qui peuvent être apparus, son appétit, des éventuels vertiges, douleurs, maux de tête. Et puis, il peut aussi faire état de changements dans les médicaments, vu que c'est une pathologie qui associe plusieurs pathologies différentes. Souvent, il y a plusieurs médecins avec donc des ordonnances qui peuvent
peuvent évoluer et ça permet d'informer complètement l'équipe médicale. Et associé à cette télésurveillance, donc ce questionnaire, il y a une messagerie sécurisée. Le patient peut communiquer avec son équipe d'infirmières coordinatrices quand il le souhaite. Il a une réponse en général sous 48 heures maximum. Et cette télésurveillance est associée à de l'éducation thérapeutique. En effet, si on demande à un patient de s'auto-surveiller, de suivre certains de ses paramètres de santé, c'est bien qu'il comprenne pourquoi, qu'il ait bien conscience des impacts que ça a sur sa maladie, qu'il la comprenne bien, être capable de repérer des facteurs de risque, être capable de repérer comment il peut agir à travers son activité physique, son alimentation, pour pouvoir améliorer son état de santé. Donc, c'est tout ça le protocole de recherche. Et actuellement, on a à peu près 200 patients en France dans 8 établissements différents, des associations et puis des CHU qui bénéficient de ce service-là. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas patiente, je ne vais pas parler au nom du patient, mais en termes méthodologiques, voilà, moi, je coordonne les infirmières et les ARC sur les différents centres. Et donc, c'est eux qui me font remonter le retour des patients. Et c'est ce retour-là que, donc, indirectement, je souhaite vous partager. Voilà. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on présente et qu'on propose l'application de télésurveillance à des patients? L'accueil est très différent. Et en fait, il est un petit peu toujours comme une balance, qui va des balances entre des facteurs qui vont l'inciter à adopter cette solution de télésurveillance et puis des facteurs qui vont le freiner, qui vont peut-être l'inquiéter ou lui faire peur. Et selon chaque patient, en fait, la balance va plus ou moins pencher d'un côté ou de l'autre. Et c'est tout le rôle derrière des équipes de soins, des équipes médicales, de pouvoir rassurer le patient et bien lui expliquer en quoi est-ce que ça peut être bénéfique pour lui. Alors, parmi tous les facteurs incitant à l'adoption de la télésurveillance par les patients, on peut mentionner le fait qu'ils souhaitent bénéficier d'un meilleur suivi, notamment entre les consultations. La télésurveillance permet de faire le lien. Ils souhaitent aussi être rassurés. Finalement, savoir qu'un infirmier est là toutes les semaines et va vérifier les paramètres et va pouvoir le contacter s'il y a une donnée de santé qui évolue pas dans le bon sens. Bon, bah, ça permet, c'est rassurant. Ah, c'est quelqu'un qui fait tous mes slides. C'est aussi la certitude d'une réaction rapide de l'équipe soignante si des indicateurs se dégradent, chose qu'on ne pourrait pas voir entre deux consultations. Donc, ça peut rassurer le patient, éviter les complications. C'est aussi de la prévention. Et puis, c'est aussi, pour les patients, c'est aussi agréable de savoir qu'ils peuvent poser toutes leurs questions directement à leur équipe soignante et avoir une réponse rapide dans les 48 heures. Voilà. Et parmi les facteurs qui vont freiner plus l'adoption de la télésurveillance par les patients, on peut mentionner en premier lieu la fragilité numérique. C'est vrai que pour les patients atteints de maladies rénales chroniques, la moyenne d'âge est souvent un petit peu élevée. Et donc, certains ont soit des difficultés réelles de connexion, par l'obsolescence de leur matériel. On voit bien que voilà, des tablettes, des téléphones un peu anciens ou avec des navigateurs pas mis à jour, ça entraîne derrière des problèmes techniques qui peuvent freiner ou en tout cas retarder l'apport de la télésurveillance pour les patients. Donc des difficultés de connexion. Et parfois, c'est aussi juste le sentiment de pas y arriver, de la peur d'être incompétent par rapport à ça. Et parfois, on voit en fait de très belles histoires aussi avec des patients qui avaient peur et puis qui finalement y arrivent très bien une fois qu'ils sont un peu accompagnés. Voilà. Parfois, il y a aussi la crainte d'être surveillé et aussi l'impression d'être rappelé à sa maladie. Comme la maladie rénale chronique est une maladie asymptomatique, le patient ne se rend pas forcément compte au quotidien. Et du coup, là, devoir remplir un questionnaire tous les jours, ça peut le rappeler à sa maladie. Donc ça, c'était vraiment comment le patient peut accueillir cette solution de télésurveillance. Et une fois qu'elle est démarrée, on voit un réel intérêt des patients, mais la pérennisation, elle n'est jamais acquise. Le patient, il peut décrocher et il peut raccrocher après, ça va dépendre. Alors, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de beaucoup de choses qui sont aussi dans les mains des équipes soignantes et médicales et dans les mains du patient lui-même. La première chose, c'est la simplicité de la solution, une ergonomie simple, vraiment centrée sur l'usage, sur l'essentiel. Ça peut aider. Après, il y a tout ce qui est qualité de vie, le fait de bien comprendre sa maladie, de comprendre pourquoi il doit suivre ses paramètres, toute la prévention qui peut aller avec. Ça peut lui permettre d'améliorer sa qualité de vie, vraiment au quotidien. Après, l'intérêt est aussi fort du fait de la communication qui est plus régulière, plus fluide avec son équipe soignante. Pour peu que l'équipe soignante réussisse à être très réactive face aux messages et aux alertes des professionnels, des patients. Et donc ça, c'est une question d'organisation et de processus, vraiment. Après, en ce moment, évidemment, c'est rassurant, ces applications de télésurveillance en période Covid.
Ça évite de se déplacer pour poser des questions. On peut l'associer à des téléconsultations. Voilà, ça permet d'avoir un bon suivi. On a aussi mis en place des questionnaires spécifiques Covid pour les patients atteints du Covid pour aider à prévenir toute dégradation de leur santé. Et puis, il y a aussi tout l'enjeu de la mise en routine. À la fois, il faut que la télésurveillance rentre dans la routine du patient pour qu'il pense à se connecter, qu'il ne soit pas toujours en train de chercher son mot de passe, voilà, que ça fasse partie de son quotidien. Et à la fois, plus c'est en routine, plus le risque de perte de sens ou perte de l'intérêt peut être fort. Et donc, c'est tout un équilibre à trouver entre mettre ça dans la routine du patient, mais aussi lui montrer au quotidien l'intérêt qu'il peut y avoir, surtout quand leur situation de santé est très stable pendant plusieurs mois de suite. Ils peuvent perdre l'intérêt, perdre de vue l'intérêt qu'il y a de remplir ces questionnaires régulièrement. Voilà. Et donc, pour conclure, donc si la slide arrive à se projeter, pour conclure, le principal facteur clé de succès pour la télésurveillance, pour que ce soit adopté pour les patients, c'est vraiment l'humain. Importance de co-construire en amont, donc avec les patients, réfléchir à cette solution de télésurveillance pour voir avec eux quelle est l'ergonomie qui leur convient, quel est l'usage qu'ils en veulent, quel est le bénéfice qu'ils apportent, et donc en déduire le fonctionnement. Voilà, donc un vrai travail conjoint entre les patients, les professionnels de santé et l'éditeur. Après, ce qui est très important aussi, c'est vraiment d'adapter la télésurveillance aux patients. Au-delà du fait de la co-construire en amont, la solution, c'est aussi de dire le questionnaire vous convient-il? Est-ce que par rapport à votre santé, à vos autres pathologies éventuelles, est-ce qu'il faut rajouter des questions, en enlever certaines? Et pas hésiter à faire évoluer ce questionnaire en fonction de son état de santé, de ses attentes. Modifier la fréquence, par exemple, si un patient sort d'hospitalisation, on va peut-être rajouter quelques questions, rajouter un peu de fréquence dans ce questionnaire pour le suivre de manière plus rapprochée. Et puis par contre, quand le patient est stable, peut-être faire évoluer un petit peu les questions obligatoires. Et puis aussi, le dernier point, mais qui me semble très important, c'est humaniser cette solution de télésurveillance. Pour ça, il faut faire vivre une relation. C'est vrai que c'est toujours plus facile de discuter en tant que patient avec l'équipe infirmière, si on connaît l'équipe infirmière, si on la voit de temps en temps physiquement. Donc, ça peut être par visio. C'est une solution un peu dégradée, mais qui permet quand même de mettre des visages et de communiquer, ou alors en présentiel régulièrement. Voilà, donc c'est des équipes de proximité que les patients peuvent connaître. Et si l'infirmière peut aussi faire leur suivi dans le cadre du parcours MRC, ça permet que la télésurveillance ne soit pas un élément à part, mais bien quelque chose d'intégré à tout le parcours de soins habituel du patient. Voilà, merci à vous pour votre écoute. Alors, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi, comment vous faites pour évaluer le ressenti des patients? Je veux dire, pour de vrai, en dehors d'un petit questionnaire, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Alors, le ressenti des patients par rapport à la solution de télésurveillance? Oui. Ah oui, alors il y a plusieurs choses. Nous avons déjà un questionnaire, effectivement, un questionnaire plus quantitatif qui nous permet de suivre l'acceptabilité de cette solution de télésurveillance pour vérifier si elle leur convient. Et puis après, c'est vraiment de la relation au quotidien. J'ai envie de dire, c'est la relation entre l'infirmière et le patient. À chaque fois que le patient va venir en consultation, il va pouvoir faire le point avec l'infirmière de coordination et ou le médecin qui le suit pour voir si cette solution de télésurveillance lui convient, si le questionnaire, si l'assentiment que ça lui apporte des bénéfices dans son suivi, et pouvoir expliquer également si ça peut aider, être un facteur positif avec son aidant, etc. Ce que nous sommes aussi également en train de mettre en place, c'est une étude ancillaire qui va compléter le PRMNLI et qui va essayer d'analyser quels sont les facteurs qui font qu'un professionnel de santé et qui font qu'un patient vont ou pas adhérer au projet, à la télésurveillance. Et donc, pour ça, nous aurons toute une série d'entretiens. Donc, on va avoir des petits groupes de travail, de partage, et puis des entretiens individuels qualitatifs pour essayer de comprendre comment le patient accueille cette solution de télésurveillance, comment est-ce qu'on peut l'améliorer. C'est vrai que c'est une démarche du quotidien, en fait. Merci beaucoup, Anne-Laure, pour ce très bel éclairage et cette belle analyse, effectivement, sur l'implémentation de télésurveillance sur 8 centres en France. Je trouve que cette prise de recul est tout à fait intéressante. Et nous allons donc, pour continuer à réfléchir et prendre du recul et passer à cette co-construction, écoutez maintenant Iris Roussel, qui est la présidente d'Osiris Santé et qui fait des remarquables
travaux dans ce champ de la co-construction en associant tous les acteurs et c'est certainement là la piste de développement du numérique en santé. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Très bien. Alors, je ne vois juste pas mes slides. Anne-Laure, je crois que c'est toi qui passes les slides. Non, je peux y avoir accès. Alors, 2 petites secondes. J'ai un écran blanc de mon côté. Oui, en fait, les slides mettent énormément de temps à se charger, donc elles n'y sont pas toujours, en fait, même si là, normalement, on est sur la bonne théoriquement. D'accord, très bien. Bon. Attendons, pas de souci. Bonjour à tous, merci pour l'introduction, ravie d'être là. Donc effectivement, je suis présidente et fondatrice d'Osiris Santé. On est une entreprise qui travaille sur les parcours de santé. On fait de la recherche et du conseil. Et donc plus particulièrement, là, je vais vous parler de notre activité de conseil et de mise en œuvre de solutions qui améliorent les parcours de santé. En prenant un exemple très concret où nous avons travaillé pour une équipe d'ingénieurs et de chirurgiens bariatriques sur la chirurgie de l'obésité justement et sur l'amélioration du suivi pré- et post-opératoire de la chirurgie bariatrique. Si on s'intéresse à la notion de parcours de santé, c'est véritablement sous l'angle et sous le regard des patients eux-mêmes. Bon, je pense que vous n'aurez juste pas mes slides, mais on va faire sans car je ne parviens pas à passer les slides. Effectivement, on s'intéresse du coup au parcours de santé et dans ce cadre-là, on est régulièrement sollicité par des professionnels de santé qui s'interrogent au point de rupture dans ces parcours de santé du point de vue du patient et en particulier, si je prends l'exemple de la chirurgie de l'obésité, aujourd'hui, il y a environ 4 chirurgies sur 5 qui, dans les 5 à 10 ans, ne donneront pas de résultats positifs en termes de santé pour les patients. Et donc, véritablement, on a des points de rupture entre l'établissement qui prend en charge les patients, le service de chirurgie, la médecine de ville, les médecins généralistes, nutritionnistes et le domicile des patients. Dans le cadre de développement de solutions digitales qui s'inscrivent dans les parcours de vie des patients, eh bien, ça nous semble indispensable de s'appuyer sur l'expérience des patients eux-mêmes. Et Anne-Laure le disait, de co-construire très tôt avec les patients, puisque qui mieux qu'un patient qui vit avec sa pathologie et sa pathologie aussi chronique depuis de nombreuses années est en mesure de nous expliquer son quotidien, de mettre en lumière des points de rupture dans son parcours de vie et qui va nous permettre de construire des solutions adaptées. Et donc, on part du postulat aux Osiris Santé, dans la construction de solutions, que l'expérience du patient, ces savoirs dits expérientiels, ont évidemment beaucoup de valeur pour comprendre ce que vivent les patients avec la maladie et que son expérience est complémentaire à l'expertise des professionnels de santé, expertise donc centrée aussi sur la maladie. Voilà, vous devez voir mes slides, je pense. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Et donc, on utilise pour pouvoir co-construire des solutions en santé une méthode qui s'appelle le design de service et design thinking. Alors derrière ce jargon, c'est surtout une méthode issue des sciences humaines et sociales et basée sur la co-construction entre professionnels de santé et patients. Je vais vous passer très rapidement les étapes qui vont permettre de modéliser cette solution qu'on a pu développer, une solution de suivi de santé pour l'obésité qui s'appelle Follow Surge et qui a permis aujourd'hui d'accompagner un peu plus de 12 000 patients et qui est utilisée dans une quinzaine de centres. Cette méthode du design, décidément, navré, mais les slides ne passent pas. Cette méthode, d'abord, part d'une analyse de l'expérience des patients. Nous allons mener des entretiens semi-guidés avec des patients, des professionnels de santé, et on va véritablement s'inscrire dans le quotidien des patients pour identifier les points de rupture dans le parcours.